Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Si on parlait JO sur TV 78, l'émission à ne surtout pas manquer sur vos écrans également en podcast si vous êtes un passionné de sport local et des Jeux Olympiques. Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront dans 80 jours et aujourd'hui nous allons analyser l'actualité des Jeux Olympiques sur le territoire yvelinois. Pour m'accompagner sur ce sujet, une équipe de choc, présentation en musique. On commence à ma droite. Musique, c'est un pilier de cette émission. Il connaît tout sur le sport yvelinois. Si on devait lui attribuer une épreuve aux Jeux Olympiques, ce serait sans doute la lutte ou la boxe. Il aime combattre pour ses idées. Il peut vous rentrer dedans. Attention, Philippe Volac, responsable sponsoring chez Orange en Ile-de-France, est avec nous pendant une heure. Bonjour Michael, Bonjour, ravi d'être présent dans la dernière ligne droite, déjà dans les starting blocks, parce qu'on est à 80 jours des Jeux Olympiques, donc ça va venir très très vite. Donc voilà, il y a beaucoup de l'actualité est chaude. La boxe, ça vous correspond comme la boxe, la lutte, j'aime bien lutter. Oui, donc la lutte avec la lutte gréco-romaine, ouais, voilà, c'est ça. Voilà, on a un peu hésité. Mais mieux que la breakdance. Voilà, exactement. Mieux. On continue à gauche, musique. Lui aussi est un pilier de cette émission. Lui aussi est une encyclopédie sur le sport yvelinois. Si on devait lui attribuer une épreuve aux Jeux Olympiques, ce serait sans doute l'escrime. Élégant, agile, il aime attaquer quand il le faut. Notre Italian lover, Grégory Canale, est avec nous. Bonjour Mickaël, bonjour Philippe, bonjour à tous. Comment allez-vous Grégory ? Écoutez, dans le même état d'esprit que Philippe, 80 jours des JO, ça fait des années qu'on en parle, là ça commence à devenir concret et on a hâte de vivre cet événement. L'escrime, ça vous correspond ? Oui, voilà, les attaques fines, placées, en plus l'Italie est une grande nation de l'escrime, donc ça me va tout à fait. C'est vraiment un hasard que j'ai choisi l'escrime pour vous. C'est bien choisi. On repasse de l'autre côté, musique, c'est son premier Si on parlait sport, mais il aura beaucoup de choses à dire, j'en suis sûr. Il est chef de projet politique, sportive et grands événements à 50 ans en Yvelines. Si on devait lui attribuer une épreuve aux Jeux Olympiques, ce serait sans doute le VTT, tant il doit accélérer dans les montées et les descentes en ce moment pour préparer les Jeux. Maxime Lucas est avec nous pendant une heure. Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Comment allez-vous Maxime ? Très bien, très bien. Merci beaucoup pour cette invitation dans ce premier épisode pour moi de Si on parlait JO, donc très content d'être à vos côtés. Ça va, vous êtes bien entouré autour de cette table. Ça va. Il y a du lourd en tout cas. Le VTT, en niveau, je parle bien sûr. Maxime Lucas, VTT, ça vous correspond en ce moment ? VTT, c'est bien. C'est pas savoir mal. aller sur plusieurs terrains à la fois, très bien, on s'adapte. Voilà, même dans la boue parfois. Ouais. On termine de l'autre côté, musique, c'est aussi son premier Si on parlait sport, mais lui aussi aura beaucoup de choses à dire. J'en suis sûr, il est responsable marketing et communication chez l'UCPA, les gestionnaires du Vélodrome national de 50 ans en Yvelines. Si on devait lui attribuer une épreuve aux Jeux Olympiques, ce serait évidemment le cyclisme sur piste. Bruce Goldstein est avec nous pendant une heure. Bonjour à tous. Comment merci, allez-vous, Bruce ? Très bien, merci pour l'invitation. Très bon choix de musique en régie. Ça vous plaît ? Je souligne, ouais. Merci pour ça et encore une fois, ravi d'être parmi vous pour parler. Cyclisme sur piste, ça vous correspond aussi ? Je suis obligé de répondre oui. Bien oui. Ouais, là, on ne s'est pas trop creusé la tête. Hein. J'hésite avec BMX, mais en tout cas, ouais, ça me correspond bien. Alors avant de passer au programme de l'émission, on va parler de Mathilde Gros. On l'a appris fin de semaine dernière, la pistarde française de 25 ans sera bien de la partie pour les Jeux Olympiques de cet été. Son profil a été validé par le CNOSF en compagnie de Marie-Divine Kwame. On écoute ce que nous confiait Mathilde Gros il y a quelques semaines. Moi, je suis vraiment focus sur moi, je m'entraîne, enfin voilà, je fais ce qu'il y a à faire et puis en tout cas, voilà, j'ai pas de regrets quoi qu'il arrive dans mes préparations à chaque fois sur les compètes. Alors je vous rappelle le palmarès de Mathilde Gros, championne du monde de vitesse individuelle en 2022, championne d'Europe du Keirin en 2018 et 2019, multiple championne de France. La question sur cette thématique, Mathilde Gros sera-t-elle la future star française de ces Jeux Olympiques 2024 ? Oui ou non ? Partagez pour vous. Dans l'absolu, hein, dans toute la délégation. Voilà, ça, dans toute la délégation. Partagez pour vous, Philippe. Oui pour vous, Bruce. Et non pour vous, Maxime Lucas. Alors, un petit débat entre vous deux. Alors, on va donner d'abord la parole à Bruce. Bruce, alors, pourquoi oui pour Mathilde Gros ? Pourquoi oui ? Parce que je pense que c'est Mathilde qui porte les plus grandes promesses sportives en termes de niveau et de performance. On l'a vu sur les derniers grands événements au Vélodrome, mais aussi récemment au Canada.
avec la Nations Cup. Pour l'avoir au quotidien à l'entraînement, ça envoie du lourd, hein, comme on l'a dit au départ, mais c'est valable pour elle aussi. Donc ouais, je crois fermement qu'elle porte les plus grandes promesses sportives pour cette édition des Jeux, même si on a des outsiders, mais j'y crois en tout cas. Ce serait une star. Ce sera, à mon sens, ouais, la star de cette édition. Maxime Lucas, alors direct, on rentre dans le vif du sujet, un débat direct. Directement, alors, c'est le baptême du feu. Alors j'ai répondu non. Je pense que dans l'absolu, ça sera une des stars des Jeux. Mais j'ai raisonné à l'échelle de l'ensemble des sports et on a de la chance dans la délégation française parce qu'on a une délégation qui est remplie de stars. Si on regarde, on va avoir Victor Wembanyama au basket, Antoine Dupont au rugby, Léon Marchand en natation, peut-être Mbappé sur le foot. Et je pense que ça va être très dur de sortir un nom pour être la star de l'équipe de France. Voilà, c'est la seule raison pour laquelle je pense qu'il va être compliqué de mettre quelqu'un au-dessus du lot sur les Jeux. Elle va avoir la chance de remporter uniquement 2 médailles d'or. Si elle avait été engagée avec la vitesse par équipe, il y aurait eu l'occasion d'avoir un triplé. Je ne sais pas si ça a déjà existé, mais ça aurait été quelque chose d'exceptionnel. Peut-être pas chez les filles, oui, mais voilà, je pense que ça va être difficile d'être au-dessus d'un Léon Marchand qui peut exploser les compteurs. Voilà. Mais je lui souhaite toute la réussite et un doublé sur la vitesse individuelle et sur le carry. Grégory Canavé. Maxime a apporté les premiers arguments. C'est vrai que si on regarde à l'échelle de la délégation française, pour moi, il y a des personnes, il y a des athlètes qui peuvent porter très haut les couleurs de la France. Je dis pas que Mathilde ne peut pas le faire, mais voilà, c'est vrai que par exemple, moi, je pense à Léon Marchand tout de suite en natation, qui est un extraterrestre de sa discipline, et je l'espère qu'il portera haut les couleurs de la France cet été. Ce qui me fait douter aussi, c'est les tout derniers résultats. Effectivement, il y a eu un sursaut à la Nations Cup de Mathilde Gros, mais si on regarde ces derniers résultats mondiaux européens, c'est vrai que c'est en deçà de ce qu'on attend d'elle. Elle nous avait vraiment ému en 2022 au Vélodrome National avec son titre en vitesse individuelle, avec cette accolade. Voilà, elle avait enlacé sa famille qui était très présente avec elle et franchement c'était un moment génial. Il y avait eu aussi la Champions League de cyclisme sur piste où elle avait brillé à domicile. Donc ce qui me fait quand même être positif, c'est que j'ai l'impression quand même à domicile Mathilde Gros arrive à se sublimer et arrive à effacer cette pression qui sera à mon avis aussi sur un cran supérieur au niveau des Jeux Olympiques. Mais ce qui me fait douter, c'est ça, c'est le côté aussi depuis cette grosse prestation, ce titre en vitesse individuelle, bah il y a eu une 7e place aux Mondiaux l'an passé à Glasgow. Il y a eu une place au pied du podium. Bon, elle n'était pas forcément dans les meilleures conditions, mais pour les championnats d'Europe cette année, c'est vrai qu'elle a du mal encore à confirmer sur la scène mondiale depuis ce titre. Mais j'ai envie de dire, voilà, quoi de plus beau que de confirmer là cet été au JO. Donc mais c'est est-ce qu'elle possible. Se préserve pas justement pour les Jeux Olympiques aussi? C'est possible, ouais, on aura la réponse cet été. C'est vrai que le sursaut là très récent en Nations Cup me fait douter dans le bon sens et j'ai envie de croire pour la France, j'ai envie de croire en les chances de Mathilde Gros. Donc vous penchez un peu plus vers Maxime Lucas, si je comprends bien. Oui, c'est-à-dire que pour moi, ce ne sera pas la star incontestée de ces JO, mais ça peut être l'une des stars de ces Jeux Olympiques et c'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter en tout cas. Bon, il n'y aura pas de baptême du coup sur piste pour vous au Vélodrome National avec Bruce Goldstein. Malheureusement, voilà, non. Je tiens à le préciser. Ni pour Maxime. Ni pour Maxime. Philippe, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Moi, j'espère que ce sera la star sur la piste, donc, parce qu'il n'y a pas beaucoup de Français et Françaises qui sont qualifiés. Donc, elle peut que faire mieux par rapport à Tokyo, parce qu'à Tokyo, elle avait fait 9e en individuel et 13e en kérine. Donc, ouais, elle était passée à côté. Elle était passée à côté. Et j'espère que là, chez elle connaît le vélodrome, même si la piste a été rénovée, a été rénovée. Mais je pense qu'elle prépare, elle est dans la préparation, elle a fait une bonne préparation. Et je pense que, voilà, si elle supporte la pression, si elle, moi, je pense que ça peut être la star. Elle peut avoir 2 médailles. Moi, je dis pas 2 médailles d'or, parce qu'il y a quand même il y a des filles qui sont quand même. Il y a une part de chance aussi. Il y a une part de chance aussi parce que sur un anneau, c'est vrai que c'est quand même, je veux dire, difficile aussi. On n'est pas des aléas de chute ou de poussette. Mais ouais, j'espère. C'est tout le mal que je lui souhaite, qu'elle réussisse ces JO. Je dis, allez, au moins une médaille. Alors une médaille d'or, top. Je veux dire, si c'est 2 médailles, moi je prends. Elle réussit ces JO si elle remporte une seule médaille d'or. Je pense que oui. Je pense que oui. Ouais. Oui.
Ah oui, Enfin, parce que Très belle médaille. faut dire quand même qu'une médaille d'or au JO, c'est voilà, il y en a pas des. Il y a pas On mieux. en a parlé déjà, il n'y a pas mieux, et il y en a pas des. On peut pas en gagner énormément non plus, surtout côté français. Et la pige, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de Français et de Françaises, et là, je pense qu'il va falloir qu'ils se subliment pour pouvoir remporter des médailles. Hein. Et j'y crois. Bruce, vous qui la côtoyez assez régulièrement, elle est comment? Elle est dans quel état d'esprit? Elle a toujours été comme elle est, en fait, très simple, très humble, très focus et concentrée sur ses prestations. Et je vous rejoins un peu sur le fait qu'il y a une partie stratégique sur l'économie d'effort et le choix des compétitions. Je pense que au Canada, c'est un peu le petit clin d'œil qu'elle a pu faire à l'opinion publique, c'est de dire attention, je suis toujours là et je vais perfer le moment venu, quoi. Donc c'est aussi le sentiment qui me fait dire que ça peut être la star malgré toutes les pépites qu'on a dans les autres disciplines. C'est aussi une femme, donc forcément je pense que tous ces facteurs peuvent lui permettre de briller. Et mentalement, elle est comment avant ces Jeux Olympiques? Pas trop de pression? Bah, en tout cas, c'est pas ce qu'elle laisse transparaître. Mais elle a toujours été comme ça. On a du mal à percevoir cette angoisse, cette crainte. Elle arrive à le transformer en énergie positive. C'est vraiment ce que ça dégage, quoi. Grégory, elle a 25 ans, elle a de l'expérience maintenant, alors qu'elle n'avait pas cette expérience-là sur les Jeux de Tokyo, par exemple. Ça sera un gros plus pour elle? Ouais, ce sera un gros plus. Elle a acquis de l'expérience là sur les compétitions. Effectivement, il y a eu un raté sur les derniers JO, mais elle a su sublimer, je le disais, à domicile. Donc c'est ça, moi, qui me fait être positif. C'est clairement la leader de cette équipe de France de cyclisme sur piste. N'oublions tout de même pas le trio à la vitesse par équipe. Voilà, le trio homme qui avait fait une médaille de bronze lors des derniers JO et qui sera aussi en course pour remporter une médaille. Mais c'est vrai que pour moi, c'est la leader de cette équipe de France de cyclisme sur piste pour ces JO. C'est maintenant ou jamais pour Mathilde Gros, Maxime Lucas. Il faut qu'elle gagne maintenant aux Jeux oui, Olympiques, après, bien sûr. Elle reste néanmoins assez jeune, 25 ans, je crois, que vous avez dit. Ce qui lui a peut-être joué des tours dans le passé, c'est qu'elle était très attendue. Elle a eu une trajectoire fulgurante avec une arrivée assez tardive dans la discipline, puis des résultats immédiats. C'est peut-être ce qui lui a valu cette contre-perf à Tokyo où il y avait beaucoup d'attentes et elle est passée un peu à côté. Là aussi, elle va être très attendue puisque c'est chez elle. Elle s'entraîne quotidiennement au Vélodrome National. Mais voilà, elle l'a montré à l'automne dernier sur les championnats du monde. Elle peut répondre présente. Ça peut être le point d'orgue de sa carrière, ces Jeux chez elle au Vélodrome National. Philippe Volac, maintenant ou jamais pour Mathilde Gros? Il faut qu'elle se montre maintenant. Même si elle a que 25 ans, comme on dit, elle a que 25 ans, mais il faut qu'elle c'est la plus belle vitrine, en plus à domicile. Je veux dire, voilà, c'est pour ça qu'elle aura, comme je disais tout à l'heure, déjà la pression. Et j'espère que ce sera une bonne pression, mais je veux dire, c'est là vraiment, parce que tous les regards vont être sur elle. Le Vélodrome de Saint-Quentin va être tout pour elle. Enfin, elle et puis les autres stars aussi, mais ça va être tout quand elle va courir. Je veux dire, c'est sûr que ah non, mais j'ai hâte de la voir. Et ça pousse bien, Bruce, quand le Vélodrome est plein. Hein. Ouais, c'est un véritable chaudron. On l'a vu sur plusieurs manifestations, notamment la Track Champions League récemment, les championnats du monde de 2022. C'est le 12e homme, comme on dit dans le foot, pour le adapter au cyclisme. Donc ce sera très précieux pour tous les athlètes françaises et français à l'intérieur du bâtiment, évidemment. Grégory, et si on prend purement la configuration du Vélodrome sur les derniers championnats du monde qui avaient eu lieu en fin 2022, on avait senti que Mathilde Gros avait été poussée, notamment lors des demi-finales où elle avait fait un retour assez incroyable. Et c'est vrai que pour le coup, le public avait vraiment joué un rôle, à mon avis, dans ce succès. Donc là, c'est peut-être que le Vélodrome, il y aura quand même un gros clan français, va être un peu plus clairsemé avec des supporters du monde entier. Mais je pense que ça pourrait être bénéfique pour elle, en tout cas. En tout cas, on lui souhaite bon courage pour ces Jeux Olympiques 2024. Et chez les garçons, Florian Grengbo, Sébastien Vigier et Ryan Ellal ont été sélectionnés et Melvin Landerneau sera remplaçant. Alors, on va maintenant passer au programme de l'émission. On va parler de l'intérêt pour ces Jeux Olympiques 2024. Ce sera votre envolée, Grégory. On parlera aussi de la grosse concurrence au sein de l'équipe de France de BMX. Mais juste avant, on va parler de la piste du Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines, justement.
Vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes entré dans le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les 250 mètres de la plus large piste d'Europe ont été poncés à la main pendant une quinzaine de jours. Elle n'avait jamais été refaite depuis son inauguration début 2014. On écoute Jean-Michel Forgous, le président de Saint-Quentin en Yvelines. C'est un élément supplémentaire qui n'était pas prévu. On sait qu'il va y avoir 4 milliards de vues quasiment sur ce type d'équipement. Donc il faut que ce soit le plus beau possible. Et c'est vrai que là, bien sûr, cette rénovation donne un peu plus de beauté. Il faut que tout soit beau ce jour-là. Tout doit être beau ce jour-là, hein. Jean-Michel Forgous l'a dit. Des travaux qui ont coûté 150 000 €, hein. C'est bien ça, Bruce? Un peu moins, on est plutôt dans l'ordre de 118 000 €, mais ça reste assez conséquent. Mais le jeu en vaut la chandelle. Et effectivement, pour paraphraser le président, il faut que tout soit beau. Le premier élément, c'est bien évidemment la piste. Justement, la question sur cette thématique, est-ce qu'il fallait refaire cette piste pour les Jeux Olympiques? Oui ou non? Oui, vous avez mis un peu de temps pour essayer. Je voulais chercher une deuxième raquette. Je voulais une deuxième raquette. Alors, vous êtes tous unanimes autour de cette table. On va d'abord vous donner la parole à vous, Maxime Lucas. Est-ce qu'il fallait effectivement refaire cette piste du Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines? Ouais, je vais apporter peut-être un peu de nuance sur la réponse. Il fallait la faire parce qu'il y avait des traces de dégradation avec des cols des anciens sponsors qui étaient restés sur la piste et qui n'aurait été pas à la hauteur de l'événement si on était resté dans la configuration de l'ancienne piste, enfin de la piste identique mais non poncée. Non poncée, merci Mickaël. Voilà, je l'ai vu récemment, la piste elle est magnifique, ça va être incroyable. Je crois que Paris 2024 a prévu encore de la sublimer en rajoutant les emblèmes olympiques et les agitos sur la période para. Ça va être incroyablement beau. Après, il faut savoir qu'en la ponçant, on réduit la durée de vie de la piste, puisqu'on réduit l'épaisseur du bois. Si je ne dis pas de bêtises, c'est du pin de Sibérie, j'ai révisé avant de venir. Mais voilà, j'ai plus la durée de vie, mais du coup, on a un peu empiété la durée de vie de la piste, et c'était des coûts qui n'étaient pas prévus, qui ont été supportés par l'agglomération. Mais voilà, je pense qu'il le fallait pour être à la hauteur de l'événement. Mais justement, vous l'avez dit, hein, il y a cette petite critique, on va dire, sur cette piste qui a été refaite. C'est que normalement, la durée de vie d'une piste, si je ne me trompe pas, Bruce, c'est environ 15 ans. Et là, ça a été inauguré en 2014, donc ça faisait à peu près une dizaine d'années. Donc on a empiété effectivement de 5 ans environ sur la durée de vie de la piste. Grégory. Bruce a paraphrasé Jean-Michel Forgous. Moi, je vais paraphraser le président de la Fédération française de cyclisme, Michel Callot, qui a dit il fallait pas montrer à l'image du monde une piste maltraitée. Voilà. Il faut pas oublier que le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, à la toute base, il a été conçu dans une optique de recevoir un jour ces Jeux Olympiques de Paris. Alors, on avait été candidat en 2012, candidat malheureux. Finalement, le Vélodrome a été inauguré en 2014 et on a eu en 2017 la très bonne nouvelle que Paris allait organiser les Jeux Olympiques de 2024. Et donc, pour ces Jeux Olympiques, il faut une piste, on va dire, au top niveau. Voilà, il faut montrer une très belle image de ce Vélodrome et de ce que peut faire l'agglomération aussi en général sur les autres sites. Donc voilà, on est quand même sur un équipement qui a 10 ans, faut pas l'oublier. Alors oui, la piste a 15 ans de durée de vie, mais pour les JO, moi je trouve que c'était tout à fait normal qu'on la bichonne, cette piste, et qu'on renvoie une très belle image au monde entier pour ces Jeux Olympiques. Philippe Volac, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est bien au bout de 10 ans de la change. En plus pour les JO, donc je pense que c'est bien, même si je viens d'apprendre que la durée de vie, la refaire, c'était pas possible. Il y a Quentin Lafare qui l'a testé en premier, je crois, et il a dit, il était super content. Pour lui, il était comme un enfant. Il l'a dit, hein, il a testé, il a touché un nouveau jouet en fin de compte. Donc pour lui, il a eu des bonnes sensations. Et puis il faut penser, je pense, même si la durée de vie après, c'est au lieu de 15, c'est 10, il faut penser à l'héritage aussi. Donc c'est pas que faut penser, c'est pas que les 2 jours ou 3 jours de plus les paras. Je veux dire, faut penser aussi à après, parce qu'il y aura d'autres compétitions. Je pense que ça va amener d'autres compétitions, parce que quand ils vont voir comment ça se passe et tout, il y a d'autres compétitions qui vont venir se greffer. C'est tout le mal que j'espère. N'hésitez pas, Bruce, si vous avez des infos pour les futures compétitions. Vrai, pour les futures compétitions, je pense que ça va être planétaire, donc je pense que voilà, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. C'est un bel écrin en plus, donc je l'ai pas encore vu. Bon, j'espère là aller le voir.
Voilà. Mais voilà, donc non. Mais c'est positif. Bruce, qu'est-ce qu'il fallait changer concrètement sur cette piste? Il y avait des tâches, c'est ça, un petit peu partout. Qu'est-ce qu'il fallait changer? Ouais, d'abord, je rejoins tout le monde sur la nécessité. J'optimise même le mot. Pour moi, c'était une obligation. C'est le joyau du cyclisme français, un véritable écrin qu'on a souhaité magnifier à l'occasion de ces Jeux. Alors, elle était évidemment praticable. Il n'y avait pas de souci techniquement à continuer de l'exploiter en l'état. Mais par contre, effectivement, visuellement, c'était pas sérieux de présenter une piste en l'état pour les Jeux. Ça va être diffusé dans le monde entier. C'est pas uniquement visuel. Alors effectivement, pour rajouter une petite subtilité au propos de Maxime, en fait, dans le contrat initial du partenariat public-privé, il était prévu 2 ponçages sur une période de 27 ans au niveau de cette piste. Sans que ça dégrade les conditions de pratique et pour respecter le bois. Donc là, c'est un ponçage qui est un peu anticipé, effectivement, mais qui ne viendra pas empiéter sur ce qui est prévu à l'origine. Donc on a juste décidé, arbitrer. Effectivement, ça a été pris en charge à 100% par l'agglomération, ce qui démontre aussi toute l'implication du territoire pour que tout soit joli et que tout soit très performant. Donc encore une fois, un grand merci au territoire. Et puis effectivement, il y a la partie héritage. Par la suite, c'est une piste qui va continuer de profiter au grand public, encore une fois, donc ça, les Saint-Quentinois, mais au-delà également, parce que ça va être vu du monde entier. Donc ça nous paraissait indispensable de basculer sur ce type d'opération-là. Et pour répondre à ta question, Michael, c'est des traces de gomme de pneus, forcément, qui viennent s'incruster dans le bois. Il y a le vieillissement naturel aussi. À la base, le pin de Sibérie, c'est blanc. Maintenant, c'est un peu plus jaunâtre, effectivement, donc c'est le témoin que la piste sert beaucoup, tant mieux pour nous, tant mieux pour le grand public, tant mieux pour les athlètes. Et effectivement, en 2015, on se souvient de l'épisode des fuites de la toiture, donc c'est pas bien de le valoriser, mais c'est la réalité. Donc maintenant, c'est solutionné, le litige a été réparé, tout est en ordre, et c'était donc le bon moment de repartir sur une piste neuve. Elle est comment cette piste, justement Vous avez pu la tester, Bruce? Non, pas encore. J'ai pas encore eu ce privilège-là, mais j'ai besoin des petits. Quels sont les retours alors, du coup? Les retours sont très positifs de la part des athlètes, déjà, dans un premier temps. Je me posais la question de savoir si on a toujours des athlètes qui l'avaient testé à l'origine, qui l'avaient homologué en 2013, mais il ne me semble pas. Peut-être Greg Boger, qui est l'entraîneur maintenant. Quentin Lafargue, peut-être. Quentin Lafargue, je suis pas certain. Jeune. C'est possible. En tout cas, Greg Boger, c'est sûr, parce qu'il était à l'époque athlète, donc il a dû la tester, l'homologuer à l'époque. Mais forcément, les retours sont très positifs, que ce soit du point de vue de la performance, de la pratique, et puis visuellement, on est tous d'accord. Et tout est prêt pour accueillir les épreuves au Vélodrome? Tout est presque prêt. Il y a encore quelques travaux par-ci, par-là. Ça va cravacher un petit peu. Mais dernière ligne droite, mais tout sera prêt, bien sûr. En tout cas, les épreuves de cyclisme sur piste se dérouleront du 5 au 11 août au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, et il y aura aussi du cyclisme sur piste pendant les Jeux paralympiques. Alors on va continuer à parler de cyclisme, mais cette fois-ci de BMX. Les noms des sélectionnés seront connus le 5 juin prochain, et on peut dire qu'il y a du niveau et peut-être de futurs médaillés. Peut-être trop de niveau, on ne sait pas du tout. Du côté des filles, on a Axel Etienne, 7e des derniers Jeux Olympiques de Tokyo. On l'écoute. Le fait que ce soit à domicile, je pense que ça peut-être diminuera cette pression-là, parce que c'est une piste qu'on connaîtra, les Français. Moi, je m'entraîne à Saint-Quentin depuis 2016, même si la piste elle a changé complètement cette année pour les Jeux. Alors chez les garçons, la compétition sera féroce. Ils sont 6 prétendants pour 3 places. Il y aura Romain Mailleux, Arthur Pilar, Joris Daudet, Sylvain André, Jérémy Rancurel ou encore Léo Garoyan. On va dire que voilà, il y a une grosse palette de sportifs de très haut niveau. On écoute justement Joris Daudet et Léo Garoyan. Très positif, c'est ce qui nous permet vraiment d'être performants depuis quelques années, nous pousser un peu plus vers le haut et voilà, rapporter à chaque fois le plus de médailles possible. Ça reste assez sain, après c'est vrai qu'on vise tous la même chose, la victoire. Là on n'est pas là pour faire deuxième, maintenant on est tous là pour gagner et je pense qu'on peut poser la question aux 6 personnes qui sont ici, qu'est-ce que tu veux faire à Paris? Je pense que les 6 ils diront être champion olympique et ramener la médaille d'or. Après c'est à qui donnera plus d'intention, qui sera le meilleur le jour J. Mais pour le sélectionneur de l'équipe de France, cette concurrence est saine, on l'écoute. Il faut que chacun y trouve son compte et que le collectif devienne un booster, entre guillemets, et pas un frein à la performance individuelle. Et je pense que c'est ce que l'équipe a compris depuis maintenant quelques années.
Et du coup, c'est ça qu'il va falloir garder, entre guillemets, et peut-être sublimer encore un peu plus aux Jeux à Paris. La question sur cette thématique, cette concurrence, est-elle positive ou négative ? Positive, vous étiez un peu hésitant, Grégory. Bon, on va vous donner la parole, du coup, en premier. Non, mais ça peut être forcément que positif. On parlait tout à l'heure des figures de proue de la délégation française. Là, on a quand même une équipe de France de BMX qui peut, en tout cas, qui a le potentiel pour performer. Même si sur le BMX, il y a quand même une malédiction française au JO. Il faut se rappeler que les dernières médailles, ça remonte à 2008 pour les féminines. Il y a Joris Daudet aussi qui s'est cassé souvent les dents. Et là, sur la dernière édition des JO, on avait 3 Français sur la finale homme. Il n'y a aucun podium. Une finaliste française, c'était Axel Etienne qui n'a aussi pas performé sur cette finale. Donc il faut mettre de côté cette malédiction. Pour mettre de côté cette malédiction, on a là une équipe de France de BMX, que ce soit là, on parle des hommes, puisque sur la sélection femme, il y a moins de concurrence, mais sur la sélection homme, d'avoir autant de prétendants pour ces 3 places qualificatives, pour moi, ça peut être que positif. Effectivement, ils vont peut-être se tirer la bourre là sur les prochains mondiaux qui ont lieu aux États-Unis, mais au moins on aura les 3 meilleurs. On avait rencontré Léo Garoyan, là vous l'avez rencontré sur la présentation il y a de cela, je crois que c'était il y a 1 an et demi, où il n'espérait pas forcément faire partie de la sélection française pour les JO. Il disait plus qu'il pensait à Los Angeles en 2026. Voilà, le petit jeune qui pousse et qui essaye d'aller challenger les leaders de la discipline. On a quand même un Romain Mailleux qui est numéro 1 mondial en ce moment du BMX. On a eu un triplé français lors des derniers mondiaux. Donc pour moi, c'est forcément bénéfique que ça se tire la bourre et que voilà, on aura la crème de la crème. On a déjà la crème dans le BMX français, on aura la crème de la crème pour les JO. Et pour moi, c'est positif. Philippe, voilà que c'est positif aussi pour vous. Ouais, attention quand même, les Galactiques du Real, par exemple en football, n'ont pas gagné finalement de Ligue des Champions. Non, ouais, c'est sûr. Mais là, là ils vont gagner. Après, oui. Non, tu parles de... du BMX. Ah d'accord, oui. C'est dans une autre émission. D'accord, ok. Non, peut-être mais... le Real, alors cette année en Ligue des Champions, on ne sait pas. J'espère pas. J'espère une autre équipe. Ouais. Mais non, je pense que c'est positif. Après, la sélection va se jouer sur une épreuve, pratiquement sur l'épreuve le 18 mai, le week-end du 18 mai aux États-Unis. Il va y avoir des... Voilà, après voilà, ça va être tendu parce qu'ils sont très proches les uns des autres. Hein, et voilà, et puis moi, je me rappelle encore, parce que j'ai vraiment kiffé le BMX à Tokyo, et je me rappelle encore la finale, très confiant quand même. On était très confiant avant, 3/6, on se dit c'est bon. Même le journaliste se disait, est-ce qu'on va pas avoir un triplé inédit, et on a fini 4e, 6e et une chute. 4e, 6e et une chute. Voilà, et on perd la médaille de bronze à rien du tout. Mais je veux dire, voilà, mais c'est pareil, c'est comme on disait tout à l'heure sur la piste, et il faut avoir aussi de la chance de ne pas chuter et tout. Encore plus en BMX, je pense que ça joue vraiment serré, ça joue des coudes. Ils nous ont dit qu'il n'y avait pas une part de chance dans le BMX. Après, c'est la trajectoire. C'est la trajectoire. Je trouve que des fois, que ce soit les Américains ou comme ça frotte quand même pas mal. Et puis là, c'est quand même c'est quand même les Jeux Olympiques. Hein. Donc ils vont se tirer la bourre et puis c'est une médaille. Hein. Donc c'est encore plus important. Donc on va voir après le 18 mai déjà. Il y aura des déçus, c'est sûr. Mais voilà. Maxime Lucas, qu'est-ce que vous en pensez? Positif pour vous aussi? Pour moi aussi, ouais, c'est positif. Ça a l'air d'être une concurrence assez saine dans l'équipe de France. On le voyait sur la conférence de presse. Ce collectif montre une archi-dominance de la France sur le BMX. Ça ne se concrétise pas au jeu sur les dernières éditions. Mais c'est dommage qu'on ne puisse en emmener que 3 au jeu. On a vu sur les derniers championnats du monde où ils étaient 5 en finale sur 8, un triplé historique. Voilà. Après, ce collectif ne permet pas d'émerger de stars. On parlait de stars avec Mathilde Gros. C'est peut-être dommage pour au niveau personnel qu'il n'y ait pas une personnalité qui se dégage et puisse attirer, je sais pas, des sponsors ou une plus grande notoriété. C'est peut-être ce qui leur nuit. Il y a peut-être Joris Daudet, qui est présent depuis quelques années au sein de cette équipe de France. Mais voilà, en tout cas, pour le collectif français et le fait d'avoir des médailles, je pense que ce collectif ne peut amener que du positif.
Après, au niveau personnel, c'est peut-être plus compliqué. Il n'y a pas ce problème chez les femmes, puisque Axel Etienne se retrouve un peu seul, et ce qui la freine peut-être dans sa progression aussi, je ne sais pas. Mais, après, elle peut gagner, hein, selon le sélectionneur. Elle pourrait gagner lors des Jeux Olympiques. Mais en tout cas, voilà, on aimerait que ça pousse aussi chez les filles davantage et retrouver cette émulation au niveau féminin. Bruce, vous qui les côtoyez aussi assez régulièrement, un peu moins peut-être que pour la piste, qu'est-ce que vous en pensez? Si, on est tous voisins, donc ouais, bien sûr qu'on les voit au quotidien. Après, je pense que plus globalement, je pense qu'on n'a pas le droit de se plaindre d'avoir trop de talent dans une équipe de France. C'est plutôt des problèmes de riches, entre guillemets, tant mieux. En plus, l'ambiance. Des problèmes de vestiaire aussi. Parfois, ça entraîne des problèmes de vestiaire. Potentiellement, mais là, dans ce contexte, dans notre contexte, l'ambiance est plutôt bonne. Encore une fois, ouais, c'est de la concurrence saine, c'est très positif. Je pense que ça permet de se galvaniser. Et il y a une émulation permanente entre les athlètes. Ouais, il y a aussi le choix de la diversité, avec certains anciens encore présents et des nouveaux comme Léo Garoyan. Donc, le plus ancien, c'est, je crois, Joris Joris, qui a 33 ans, exactement. Et Léo Garoyan qui a 23-24 ans. Ouais, c'est ça. Donc voilà, c'est une diversité qui permet aussi d'apporter de l'expérience et tirer les jeunes vers le haut qui ont un talent, mais peut-être un petit manque de maturité. Donc voilà, je pense que c'est très positif pour nous, pour la France, pour les athlètes aussi, et pour les entraîneurs. Voilà, c'était peut-être un peu plus compliqué de faire son choix, mais ça fait partie du métier. Léo Garoyan qui dit vouloir bousculer un peu la hiérarchie. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruce, vous qui le connaissez un peu? Ouais, c'est son tempérament, et je pense encore une fois que il a envie d'enfoncer les portes, hein, ouais, j'ai l'impression. C'est bien d'entendre ce discours-là plutôt qu'un discours plus tempéré, puis il est jeune, donc c'est aussi son intérêt de démontrer qu'il est là, et je pense qu'il veut le faire aussi sur le terrain, donc ouais, c'est très positif pour nous. Alors il nous l'a dit, hein, le sélectionneur Julien Sastre, il nous a dit que les finales de BMX allaient tomber le jour de la Saint-Julien, donc forcément il n'y aurait pas de malédiction. Grégory, est-ce que vous êtes rassuré là-dessus? Je sais pas si ça me rassure davantage. Voilà, ils n'ont pas eu le choix dans la date sur la finale. En tout cas, peut-être que ça pourra leur porter chance. Non, mais pour revenir, oui, sur la concurrence, est-ce que ça peut jouer sur les performances? Là, on parle d'un sport où il n'y a pas un résultat collectif, même si au final on aimerait que tous les Français brillent. On reste sur de la performance individuelle au sein d'une équipe de France. C'est plus au sein d'un collectif où, par exemple, dans une équipe de football, si effectivement il y a des tensions, là c'est pas le cas, hein, sur l'équipe de France de BMX, mais si, dans un collectif, s'il y a des tensions, ça peut jouer sur la performance collective. Là, il reste quand même dans une performance individuelle, donc c'est aussi pour ça que je suis pas inquiet. On va maintenant passer à notre page débat. Dans cette page débat, on va passer à l'envolée de Grégory, l'un des moments forts de cette émission. Alors de quoi allez-vous nous parler, Grégory Canalé? On va déjà remonter le temps, Mickaël, au 13 septembre 2017. C'est ce jour-là que la nouvelle a été officialisée depuis Lima au Pérou. Oui, 100 ans après les Jeux Olympiques d'été, allait donc de nouveau être organisée en France. Une grande fête a eu lieu au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines, l'un des 4 sites retenus pour accueillir des épreuves dans l'agglomération. L'euphorie avait alors gagné le pays tout entier. Les Jeux Olympiques étaient la promesse d'un avenir radieux. Mais 7 ans plus tard, où est donc passé l'engouement? Prix des places, hausse des tarifs dans les transports en commun, crainte pour la sécurité. Ces derniers mois, la promesse d'une belle fête a laissé plutôt place aux polémiques. Seuls 37% des Français attendraient les Jeux Olympiques et Paralympiques avec impatience, d'après un sondage Viva Voice datant de mars. Et près d'un Francilien sur 2 envisagerait même de quitter la région pendant les JO, selon une étude Ipsos. L'engouement aurait donc laissé place à l'indifférence. Le Français serait par ailleurs un défaitiste ronchon, si l'on en croit quelques titres de la presse étrangère. Il faut dire aussi que certaines campagnes de communication n'invitent pas à l'enthousiasme. Regardez plutôt ce spot du gouvernement nommé « Anticiper les Jeux ». Pour gagner du temps pendant les Jeux, l'important c'est de télétravailler. En résumé, restez enfermés chez vous et tout ira bien. C'est vrai qu'il y a mieux comme slogan pour galvaniser la population. J'ai tout de même envie de dire aujourd'hui, gare au manque d'engouement. Déjà, malgré les polémiques que j'ai citées, Paris 2024 est dans les temps. Les chantiers sont livrés sans retard. Dans les Yvelines, par exemple, le stade d'équitation dans le parc du château de Versailles, un temps arrêté. Ce chantier devrait être achevé très prochainement. Le budget de départ aussi, malgré le Covid-19 et toutes les conséquences qui ont suivi, n'a pas déraillé. Ça, c'est pour le côté économique et organisationnel. Sur le plan purement de l'affect, il serait tout de même dommage de faire le ronchon et de passer à côté de la magie de cette grande fête du sport.
On parle ici de l'événement sportif le plus regardé au monde. Plus de 4 milliards de téléspectateurs, plus de 15 millions de visiteurs. Et c'est nous, la France, qui allons accueillir ce rendez-vous que l'on voit seulement une fois dans une vie. La dernière fois pour Paris, sur les JO d'été, je le disais tout à l'heure, c'était en 1924. La grande fête du sport peut être aussi une grande fête populaire, comme on a pu le vivre lors des sacres de l'équipe de France de football en 1998, c'était à domicile en plus, et aussi plus récemment en 2018. Et nos athlètes en ont besoin. Ils pourraient en plus être boostés à domicile, comme le prédit l'institut britannique Nielsen Grace Note. D'après l'étude, les Bleus pourraient remporter 54 médailles, dont 27 titres, ce qui serait un record historique. La France serait alors sur la 3e marche du podium. Le rêve est à portée de main. Il suffit de lui tendre la main. Donc j'ai envie de dire, aimons les Jeux aujourd'hui. Bravo Grégory pour cette magnifique envolée. Merci. Alors votre avis sur cette envolée, est-ce que le français finalement peut être trop grognon, si je peux dire. L'image en tout cas que la presse étrangère ils veulent nous mettre cette étiquette-là sur la tête. Oui, pour vous Philippe Bollac. Grognon, oui, et puis aussi enlever l'étiquette que la France n'est pas un pays de sport. En fin de compte, il nous est beaucoup reproché ça au niveau de la France. Mais moi, je pense que comme 98 en foot, le rugby en 2023 et en 2017, ça a été un peu sur le tard que ça a pris un peu de l'engouement. Et je pense que là, il reste 80 jours, et je pense que ça va monter. Il est à 37%, je pense qu'on va monter. Je pense qu'il y a beaucoup de, comme disait Grégory, de visibilité négative quand on a vu encore l'extrait qu'il faut rester télétravailler. Bon, ils vont regarder chez eux dans leur canapé, mais c'est pas le but. Il faut qu'ils se déplacent quand même. Il y a le coût aussi, voilà. Mais je pense qu'il va rester des places et ils vont peut-être les brader à la fin. Je me dis ça, mais j'espère. Mais j'espère que voilà, moi pour avoir été aux Jeux Olympiques de 2012 à Londres, je pense que l'engouement c'était impressionnant. Je veux dire, j'espère qu'il en sera de même pour la France, parce qu'il y a 100 ans qu'on les a pas eus, on les reverra plus. Enfin, du moins, on les voit qu'une fois dans sa vie. Il y a des disciplines à connaître. Je pense que voilà, c'est important aussi pour le territoire aussi. Là, je parle des Yvelines, c'est que ça va être quand même très important aussi. Voilà, j'espère que ça va monter, qu'on va passer de 37% à plus de 50%, et j'espère, parce que on peut pas rater ça mondialement, planétaire, on peut pas rater. Maxime Lucas, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? J'ai envie de penser que ça fait partie de l'ADN des Français de ronchonner un petit peu au début, mais aussi de pouvoir s'enthousiasmer très vite et de laisser place à la fête. On l'a vu en 98 où il y avait un petit peu de défiance au début, et puis ça s'est fini, comme on le sait, avec beaucoup de Français sur les champs. Mais ça dépend aussi des résultats des Français. J'ai l'impression que c'est déjà en train de changer les mentalités. On a eu... je sais pas, il y a 6 mois avant les Jeux, beaucoup de réticences, mais voilà, là, le gouvernement appuie sur l'anticipation. Certes, c'est pas très sexy, mais au moins, ça permet d'anticiper, de préparer, et peut-être qu'on n'aura pas cette vague de reproches pendant les Jeux, puisque les gens auront été prévenus, et je pense que ça va laisser place à la fête. Tout ça, il faut que les Français soient fiers d'accueillir le monde chez eux, puisque là c'est vraiment le monde entier qui va se déplacer en France, et je pense que ça va switcher et qu'on va arriver vers une belle fête cet été. J'ai l'impression que les mentalités sont en train de changer. Vous le sentez, vous, sur le terrain, parce que vous êtes régulièrement sur le terrain à Saint-Quentin en Yvelines, vous le sentez que, je sais pas, on vous en parle peut-être un peu plus des Jeux Olympiques ? Ouais, après j'ai peut-être un regard biaisé. Si vous voulez que ça marche, voilà. Ouais, et puis je suis au contact, on a recruté là plus de 500 bénévoles, et donc là je suis vraiment face à des gens qui ont hâte que ça arrive, qui ont hâte d'accueillir le monde, mais voilà, cette volonté d'accueillir, de renseigner, d'être utile pour son territoire et pour accueillir les spectateurs du monde entier, on la ressent. On a un village itinérant qui fait le tour de l'agglomération et qui va vraiment à la rencontre des habitants. Et on ressent de l'attente, on parle fan zone, on sent que les gens ont des questions sur comment, certes on n'a pas eu de billet, et je pense que Paris 2024 a peut-être fait une erreur de communication
en communiquant très fortement sur les billets à 24 € qui, en réalité, ne concernaient pas grand monde. Et du coup, ça vite été épuisé. Voilà, ça engendrait beaucoup de frustration avec des billets qui se retrouvaient à la hauteur d'un événement planétaire, donc des prix assez hauts. Mais les gens commencent à se renseigner sur comment vivre l'événement autrement qu'en ayant des billets, et je pense que l'émulation va prendre, et je suis sûr que ça sera une belle fête cet été. Bruce, vous en êtes persuadé vous aussi ? J'en suis persuadé, plus que persuadé. Effectivement, je rejoins un peu tout le monde. C'est vrai que le public français, culturellement, est très exigeant sur la majorité de l'offre en matière de spectacles vivants, de compétitions sportives. On le voit à plus petite échelle, nous, au Vélodrome National, en tant qu'exploitant. On a beaucoup de questions avant, beaucoup de critiques, etc. Mais une fois que l'expérience est vécue, elle est savourée très largement par 99% des participants. Je pense que ce sera exactement la même chose pour les Jeux. Donc beaucoup d'exigences, beaucoup de critiques aussi, mais ça fait partie de la culture française. Alors il y a du bon et il y a du moins bon, évidemment, mais il faut plutôt retenir le positif. Et le fait que ce soit effectivement une fois tous les 100 ans en France, tout le monde en a consciemment ou inconsciemment en a pris connaissance. Ils feront la fête, c'est certain, ils vont participer aux festivités. Je pense que ce sera une édition exceptionnelle. Alors c'est vrai qu'on voit des spots promos qui sont pas forcément très, très habiles du côté du gouvernement. Il faut peut-être les comprendre, avec le quoi qu'il en coûte, ils n'ont plus d'argent, ils ont repris les spots du confinement et ils nous les ressortent pour les Jeux peut-être, je sais pas, mais en tout cas c'est pas le reflet de la population française, et encore une fois moi j'ai aucun doute sur le fait que c'est aussi notre public qui va magnifier cette édition des Jeux et qui nous fera connaître aussi du monde entier pour notre savoir-faire. Il y a des personnes qui travaillent au Vélodrome, du coup, quel est le ressenti de ces personnes qui travaillent au Vélodrome ? Tout le monde est impatient ? Ouais, tout le monde est impatient, tout le monde a hâte, évidemment, de passer à la partie très concrète, de voir le résultat de toutes ces années de travail, d'efforts, de contribution aussi, parce que c'est beaucoup de monde dans l'ombre. Et effectivement, ça va être le vrai résultat de tout ce qui a été mis en œuvre sur les années passées. Est-ce que c'est pas un peu aussi dans la culture des Jeux Olympiques ? Généralement, on critique souvent, Grégory, avant le début d'une compétition. On se souvient tous de Rio, où pareil, oui, l'eau est un peu comparée un peu à la Seine aujourd'hui, où on critiquait un peu l'état de l'eau, un peu les infrastructures qui arrivent un peu au dernier moment. On critique beaucoup finalement les Jeux Olympiques. Même Londres, hein, je crois qu'à Londres, à la même période, on est à peu près dans les 40% de satisfaits pour l'organisation des Jeux Olympiques. Ouais, c'est classique à l'approche d'un grand événement. Il faut remettre dans le contexte aussi à Rio en 2016, 2 ans avant ils avaient la Coupe du Monde de football, 2 ans plus tard les Jeux Olympiques, avec une population qui a été quand même assez, je sais pas quel terme dire, qui a pas forcément pu bénéficier de ces événements mondiaux. Donc c'est quand même un contexte différent. Là c'est vrai que les polémiques et le fait d'être ronchon, c'est un côté un peu culturel. Voilà, on garde cette étiquette-là à l'étranger. Ce qui va faire la différence, à mon avis, et je rejoins ce qui a été dit aussi, c'est une fois que l'événement sera passé, quel héritage, qu'est-ce qu'on va en garder, quel bilan on en fera. À mon avis, il sera positif, et je l'espère de tout cœur, il sera positif. Donc, à mon avis, oui, tout cet avant un peu polémique sera balayé d'un revers de main, à mon avis. Vous faites une magnifique transition, Grégory. Voilà, vous avez l'habitude, hein, vous êtes journaliste. Alors, on va passer à l'héritage des Jeux Olympiques. C'est très important pour Paris 2024. Un exemple, le groupe Enedis a présenté ce mardi 23 avril au Vélodrome National de Saint-Quentin-en-Yvelines son dispositif pour les JO 2024. Pour cet événement international, l'entreprise chargée de la gestion de l'électricité va raccorder les sites olympiques directement au réseau électrique public et supprimer ainsi presque intégralement les groupes électrogènes pour ce rendez-vous et pour le futur. On écoute le directeur territorial d'Enedis, Marc Fleury. L'objectif, c'est de pouvoir faire franchir un pas au monde de l'événementiel pour que dans la durée, l'ensemble des événements d'envergure, qu'ils soient sportifs ou culturels, puissent se raccorder au réseau public de distribution et faire eux-mêmes leur transition écologique et les économies de leur empreinte carbone. Alors ce raccordement va rester après les Jeux Olympiques et il sera utilisé par la structure après, hein, vous me confirmez Bruce ?
Je confirme. Confirmé, ils n'ont pas dit de bêtises. Non, c'est exactement ça. Alors, il y aura aussi la colline d'Elancourt qui a été entièrement refaite et qui va ouvrir au grand public après les JO. Il y a aussi la statue du chat de 3 mètres de haut créée par Philippe Guéluc qui va rester après les Jeux Olympiques. Voilà, on voit cette magnifique photo du chat. Alors, la question sur cette thématique, ces Jeux Olympiques sont-ils bénéfiques pour le territoire ? On critiquait beaucoup, voilà, les Français critiquent beaucoup, mais est-ce que ça sera bénéfique pour le territoire ? Je vais m'expliquer. D'accord. Bon, allez-y, Grégoire. Non, mais ce que je disais, tout le monde est d'accord hein, pour dire que ça sera bénéfique. Alors moi, je suis d'accord pour dire, et je l'espère que ce sera magnifique. Et encore une fois, ce qui va dire ou pas si que les JO rentrent dans l'histoire, c'est la partie héritage. Aujourd'hui, voilà, si on met tous les arguments sur la table, on voit ce qui est réalisé. Le but, c'est effectivement de garantir cette partie héritage, de pas se retrouver, comme on a pu le voir sur des éditions passées des JO, avec des sites complètement à l'abandon, qui aujourd'hui où il y a de la végétation carrément qui a repoussé dessus, des sites très récents. Hein, je pense à Rio, c'est le cas pour Rio, ou des éditions notamment à Pékin. Donc là, on parle d'éditions en 2008, et Rio, c'est encore plus récent puisque c'est en 2016. Là, on a quand même l'impression du côté des organisateurs, des différentes collectivités qui reçoivent aussi ces épreuves, qu'il y a eu un gros travail fait sur la partie héritage. On prend en exemple, vous l'avez cité, la colline d'Elancourt, qui avant les JO n'était pas du tout ouverte au public. On l'ouvrait à l'occasion à l'occasion de quelques événements sportifs. J'ai été un petit peu perturbé par un bruit. C'est sûrement les images. Mais en tout cas, voilà, la revanche, la colline de la revanche n'était pas ouverte au public avant ces JO, et après les JO, on pourra l'arpenter avec son VTT. Il y aura des pistes un peu comme au ski avec des différentes couleurs selon son niveau en VTT, et ça c'est une bonne chose. Donc j'ai envie de dire, alors, ce qui me fait être partagé, c'est que j'ai envie d'y croire, mais j'attends de voir quand même ce qui va se passer après les JO pour voir si effectivement cette partie héritage est garantie, et j'attends de voir aussi ce qui va se passer durant ces JO, si c'est une réussite, pour voir si cette édition rentre dans l'histoire. Donc vous attendez, vous êtes prudent. Voilà, je suis prudent. Philippe Volac, alors vous êtes totalement conquis. Ah oui, je suis conquis par rapport à l'héritage. D'abord, le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines va être, surtout de la planète, va être vu, et voilà. Et je pense aussi qu'il faut regarder aussi par rapport à l'héritage, il faut penser aussi à la pratique sportive aussi. J'espère qu'au niveau de la pratique sportive, ça va fédérer des nouveaux licenciés dans beaucoup de disciplines. C'est ça. Il y a aussi, c'est bien pour Saint-Quentin-en-Yvelines parce qu'il y a la revitalisation urbaine aussi. Et puis, il y a aussi, faut pas passer à côté, c'est que il faut penser que ces jeux sont environnementaux. Ils mettent l'accent sur l'environnement, donc l'empreinte carbone et tout ça. Et je pense que tout ça va. Avec Enedis, on en parlait précédemment. Enedis, du coup, qui raccorde directement. Même nous aussi, je veux dire, pour moi, je prêche pour Orange aussi. C'est pareil pour les réseaux aussi. Hein, l'empreinte carbone est très importante. Je pense que c'est des nouveaux jeux. Je pense aussi par rapport à tout ça, à la planète et bon. Un événement planétaire, des bienfaits pour la planète, je trouve que c'est pas mal. Et surtout pour le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines, je pense que c'est important. Et il faut déjà penser à l'héritage. Et j'espère vraiment, moi, que ça va générer la pratique sportive. On est en plein dedans, je veux dire. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas un pays de sportifs et tout ça. Et j'espère que dans les écoles, dans les clubs, et ça va générer. Bon, tout ça aussi dépend aussi des résultats. Hein. Si Teddy Riner est champion olympique, ça va encore régénérer des licenciés en plus dans le judo, comme ça l'a fait auparavant. Donc voilà, c'est après une grosse compétition comme ça, c'est là qu'on voit. Bruce Goldstein, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis conquis aussi par l'héritage, mais c'est plus simple d'être conquis de mon côté. Une nouvelle piste. Déjà, il y a une nouvelle piste. L'héritage a commencé. Mais pour moi, je raisonne héritage sous une forme un peu différente, et c'est aussi pour ça que c'est plus facile pour moi. C'est que nous, on est exploitant jusqu'en 2041, donc pour nous, les jeux, c'est une échéance importante, je ne veux pas dire le contraire, mais quoi qu'il arrive, ça ne pourra pas finir comme ce qu'on a pu observer à Rio sur certaines infrastructures. C'est que derrière, on a une obligation de résultats, entre guillemets, avec nos offres de prestations de services en faveur du grand public, en faveur du milieu de l'événementiel. Donc nous, on va plutôt se servir de cet événement-là, de cette compétition-là, pour capitaliser sur les retombées d'image et proposer encore et encore des nouveaux services, mais pour le bien de la population locale. Et au-delà, donc
Donc non, moi j'ai aucun doute sur la phase héritage, on travaille dessus, c'est limite du 50-50 sur la préparation des jeux, mais sur la préparation aussi de l'héritage, dans le contexte du Vélodrome national évidemment, mais je sais que le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines est très moteur sur ces thématiques-là, donc j'ai pas de doute sur la suite. Sur Enedis, ce qu'ils vont faire avec le raccordement, c'est bénéfique pour le Vélodrome national, parce qu'avant il y avait des groupes électrogènes, c'est ça qui était installé au Vélodrome national, et ça utilisait forcément de l'essence, enfin du gasoil. Ouais, tout à fait. Donc ça intègre bien la thématique de la durabilité dans le cadre de la candidature des Jeux. On va évidemment surfer sur ces opportunités-là, bien sûr, pour la suite, pour l'exploitation. Je pense que c'est aussi un clin d'œil pour contrer les mauvaises langues sur la politique commerciale des JO, sur la commercialisation des places. Alors oui, ça peut paraître assez cher, mais quand on voit les investissements qui sont réalisés sur l'environnement, sur tout ce qu'il y a autour des Jeux, voilà, ceci explique cela. Quand on compare avec les autres éditions des Jeux à l'étranger, on n'est pas beaucoup plus cher qu'ailleurs, c'est même tout à fait égal. Donc voilà, ça explique et ça illustre bien le pourquoi du comment. Maxime Lucas, je vais vous donner la parole et ensuite on passera à notre quiz. Oula. Non, il y a deux types d'héritage et je suis sûr que il y a l'héritage matériel et on a la chance sur le territoire d'avoir deux, on en aura trois à l'issue des Jeux, trois très beaux sites qui vont être utilisés, le golf national, et là on a déjà l'exemple de la Ryder Cup où on sait que la mise en abîme de ce site sur la Ryder Cup a permis d'augmenter l'affluence du golf. Donc là, l'héritage avait été réussi. Au Vélodrome, c'est un équipement qui a été construit pour accueillir des grands événements. Il est habitué, il a accueilli plusieurs championnats du monde. Là, il va accueillir les Jeux, donc c'est encore plus gros. Et je pense qu'il y aura encore plus de baptêmes à l'issue et des gens qui vont vouloir essayer la pratique. Vous parliez de la statue du chat. Pour être de temps en temps uniquement présent au bar qui est en face. De temps en temps. Il m'est déjà arrivé d'y être. Non, mais on voit déjà que des gens s'arrêtent. Des burgers, par exemple. Oui, c'est ça. Et de l'eau gazeuse. Non, mais on voit que déjà des gens s'arrêtent pour se prendre en photo devant la statue. Donc c'est un héritage qui a déjà débuté. La colline, vous l'avez dit, elle était déjà ouverte avant, mais très peu utilisée. Là, l'idée, c'est vraiment de la valoriser avec la seconde phase de travaux qui va débuter. Elle a été totalement retravaillée. Là, ça n'a plus rien à voir. Ça va être vraiment une station de VTT à l'issue où on pourra vraiment s'essayer à la pratique du VTT. Et des pistes vertes, rouges, noires, c'est ça. C'est ça, et apporter des nouvelles pratiques avec une piste de pump track, du pump track. Tout n'est pas encore finalisé, mais ça va être quelque chose de génial. Et on a beaucoup de questions des riverains qui veulent savoir quand est-ce qu'ils pourront se réapproprier cette colline. Donc voilà, l'héritage matériel sera fort sur le territoire. Et puis il y a l'héritage immatériel, et là c'est tous les souvenirs, et c'est là où il y a peut-être plus d'enjeux, c'est sur la fan zone, sur l'affluence qu'il va y avoir sur les courses sur route de vélo, pour voir si les Saint-Quentinois et même au-delà, les Yvelinois vont se rassembler sur le territoire pour vivre ces Jeux, et c'est autant de souvenirs qui resteront pour tous les spectateurs, et c'est là où on aura réussi l'héritage, c'est ces souvenirs qu'on réussira à créer. Voilà. C'est l'heure du quiz. Du coup, vous avez terminé, Maxime Lucas. C'est l'heure du quiz. On termine par un quiz comme d'habitude. Il y a 5 questions. Alors, pareil, on va faire deux équipes. L'équipe Maxime et Philippe et l'équipe Bruce et Greg. Alors, on va commencer tout de suite par la première question. Vous allez voir, c'est assez simple. Première question. Que représentent les 5 anneaux olympiques? Les continents. Oui. Continents. Oh. On va voir tout de suite la réponse. Les 5 continents, effectivement, donc l'Amérique, l'Asie, l'Europe et l'Océanie. Ouais. Il faut l'écrire. Comment on fait? Non, le premier qui dit, allez. Exactement. Deuxième question, quelle est l'année de création des Jeux Olympiques? Jeux Olympiques modernes, on parle. Jeux Olympiques. Là, pas modernes. Ouh là là. On essaie, mais pas trop longtemps, c'est bientôt la fin de l'émission. On est sur du... Le plus proche, on va dire. 1898. J'aurais dit 1900. Vous avez dit combien? 1000
Dites plus fort, Après, ça n'hésitez pas. Je vais suivre Bruce, mais parce que vous avez dit JO et pas JO moderne, c'est ça qui. Jeux Olympiques. Moi, je dirais, on est dans l'Antiquité et sur du moins 1000, moins. Ouais, non, je sais pas, moins 1000 avant Jésus-Christ. Moins 1000. Et vous, de votre côté, vous dites quoi? On était parti sur. Allez, 1800. 1800. On va regarder tout de suite la réponse. Eh bien, Grégory est le plus proche, 776 avant Jésus-Christ. À 300 années près, hein. Voilà. Donc, les Jeux Olympiques trouvent leur origine en Grèce il y a environ 3000 ans dans la ville d'Olympie. Des compétitions ont été créées. Voilà. Troisième question. De quand datent les Jeux Olympiques modernes? Vous étiez plus proche. Effectivement, sur le 19e siècle. Réfléchissez un petit peu. Bruce, n'hésitez pas à réfléchir aussi. Hein. Ouais, c'est ce que je fais. Moi j'étais sur 1920, mais du coup 1930, je pense que 1930 peut-être un petit peu. Moi je dirais 1898 ou 1900 même. Fin 1900. Ouais, allez. Attends. 1900 on revient. Grégory. Non, peut-être fin 19e. Et donc la date 1860. 1860. Ouais, 60. 60, vous validez? Ouais. On va regarder tout de suite la réponse. 1896. Grégory. 1898. Grégory et Bruce. 3-0 pour l'équipe de Grégory et Bruce. T'as dit quoi? 1898. C'est ce que j'avais dit tout à l'heure. Ce que j'avais dit tout à l'heure avant. Oui, bah, je te suis. Les jeux. Voilà, il vous a complètement perturbé. Quatrième question. Que représente la flamme olympique? Qu'est-ce que ça représente? Rassurez-moi, vous bossez tous sur les JO là en ce moment? Oui. Le feu. Le feu. D'accord. Pour vous, c'est le feu. D'accord. Je crois que le symbole est beaucoup plus récent que si je pioche dans mes souvenirs. On est sur un symbole beaucoup plus récent, mais pour moi, même la flamme olympique, ça date pas de l'Antiquité, c'est plutôt sur un symbole des JO modernes. Mais à part ça, mais que représente la flamme olympique? Ouais, là, j'avoue que je sèche. On va regarder tout de suite la réponse. Une lumière de paix et de fraternité entre les peuples. Donc 0 point pour les deux équipes. Oui, là on n'y était pas trop. Et on termine par la dernière question, pour l'honneur, Philippe et Maxime. Quelle est la devise des Jeux Olympiques? Important. La devise. C'est pas important de passer. Amitié, fraternité et... Non. Solidarité, non. C'est bien tenté, pour vous, de votre côté? Non, trop de mémoire. Mais après, c'est pas l'important. Vous avez gagné, vous avez déjà 3-0. L'important, c'est de participer, c'est pas ça, c'est sûr. Parce que ça, on l'attribue bien sûr à Pierre de Coubertin. Mais... Alors, on va tout de suite regarder la réponse. C'est le truc entre les peuples. Plus vite, plus haut, plus fort. Vous étiez pas loin. Quand il y a eu une petite idée de la part de Maxime, une tentative en tout cas. Bon, belle victoire en tout cas de Bruce et de Grégory sur ce quiz. Alors c'est déjà la belle victoire de Greg, effectivement. À 300 années près à chaque fois. Voilà, exactement. C'est déjà la fin de cette émission. On va terminer comme d'habitude par une citation. Aujourd'hui, je vous propose une citation du père des Jeux Olympiques modernes, Pierre de Coubertin. Le succès n'est pas un but, mais un moyen de viser plus haut. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV78.